De la même manière que l'on forme des milliers de ministres de culte, on devrait effectivement commencer à travailler beaucoup plus notre intellect pour pouvoir avoir plus d'ingénieurs, plus de techniciens, plus de médecins. Peut-être que de cette manière-là, on arriverait à contrebalancer l'effet néfaste que moi je constate avec le mouvement religieux. Troisième sujet, les tueries se poursuivent à l'est du Congo. Excusez-moi. On a le tweet de Sonia Rollet de RFI qui écrit ceci: 57 femmes violées et 300 morts, dont une centaine de civils en 3 mois à Bachali Mokoto, selon la police nationale congolaise. C'est le bilan donné à Radio Okapi pour l'offensive du chef de guerre Guidon, NDC rénové et allié contre Nyatura/APCLS. Alors, ça se passe dans le Massissi, en République démocratique du Congo. Des mots de tristesse. Des mots de tristesse et surtout de se dire comment les autres ont réussi à faire de leurs victimes un sujet d'émoi à travers les médias internationaux. Que devons-nous précisément faire pour que le sang de Congolais qui ne cesse de crier justice puisse avoir au minimum, je veux dire, un respect qui va commencer par nous-mêmes et imposer un respect ailleurs. Mais est-ce que, sans vous arrêter, est-ce que le problème, il est déjà là à ce niveau? Si la première autorité du pays parle des victimes congolaises comme des victimes collatérales. Vous êtes militaire, vous savez ce que ça veut dire? Effectivement. Victimes collatérales. Donc, quand la première autorité du pays parle des victimes de son pays comme étant des victimes collatérales, il est très difficile de monter une stratégie pour que ces morts ne soient pas morts pour rien. Bon, mais d'abord, ce qu'il faut savoir, Monsieur Pembi, c'est que il faudrait peut-être aussi, à mon avis, pardonner quelques erreurs de jeunesse de pouvoir, à mon avis, hein, parce que effectivement, il me semble que ça c'est quelque chose que le président n'aurait pas dû dire. Mais nous sommes dans cette histoire depuis 97-98. Ça fait plus de 20 ans. Effectivement, on parle d'un côté... On doit avoir une certaine conscience collective aiguisée par rapport à cela. On parle de 6 millions de morts, ce qui n'est même pas comparable à ce qui s'est passé au Rwanda, malgré... En termes de chiffres. Parce que les morts... C'est ça que j'ai dit, malgré que... un mort ou deux, un mort est tout à fait. Malgré que, comme tu dis, aucun Africain ne devrait mourir pour une quelconque idéologie qui ne fait pas son bonheur. Tel est précisément le cas des Congolais de l'Est. Bon, donc, j'aimerais pas trop rentrer dans le débat. Je pense effectivement que, en tant que nouveau président qui rentre dans ses fonctions, il faudrait qu'on s'attende quand même à quelques bourdes. Et en tant que tel, nous, par contre, Magloire, nous tous, en tant qu'intellectuels, et dignes fils du Congo, nous devons précisément réfléchir sur ce que nous pouvons faire pour honorer ces morts et pour mettre fin à cela. Il ne faut pas seulement mettre le poids sur le président de la République et sur l'armée. Il faudrait que tout fils du Congo, toute fille du Congo prenne à cœur cela. Comme je t'ai dit, pourquoi nos morts ne pourraient-ils pas constituer, disons, un fait médiatique qui attirera suffisamment l'attention sur ce qui se passe chez nous? On peut. Tout dépend de notre capacité à mettre en place un dispositif de réflexion qui nous permette de voir les choses de cette façon-là. Vos propos s'articulent bien avec le sujet suivant. Une révolution est-elle possible au Congo?
Et c'est un tweet de la Loucha qui illustre la problématique. La Loucha écrit #Algérie, la révolution populaire que la RDC a manqué. Et pour cause, la lâcheté de nos soldats et policiers qui nous ont réprimés dans le sang, l'incurie de notre crasse politique, je cite, la désunion de nos forces sociales, les tireurs de ficelles dits communauté internationale. D'abord, à savoir si une révolution comme ce qu'on vient de voir chez nos frères avec Abdelaziz Bouteflika, si cela est possible au Congo, il me semble, ma gloire, qu'à l'heure actuelle, je te dirais carrément non. Vous n'êtes pas optimiste? Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est même pas une question d'optimisme, c'est une question d'objectivité. Les éléments capables de pouvoir mettre en branle une telle réalité sont tout simplement absents. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une révolution? Bon, ben ça prend, à mon avis, ça prend d'abord un leadership responsable. C'est-à-dire qu'on doit avoir des bons éléments brasseurs qui vont devoir travailler sur la conscience collective pour faire comprendre à la population qu'elle ne doit reculer devant rien face à l'oppression. Mais qui dit population dit également les forces de l'ordre. Parce que c'est très facile, un policier qui n'est payé même pas $30 de l'heure, de $30 le mois, à qui on dit va dans la rue, tire sur les manifestants, et qui le fait également. Mais est-ce que tu peux m'expliquer le mécanisme par lequel il arrive, lui, à décharger son âme sur des manifestants, alors qu'il sait que lui, quand il va rentrer chez lui les soirs, probablement, sa femme qui est en difficulté d'accouchement risque même de mourir parce qu'il n'a pas l'argent. Comment ils font, ces policiers et ces militaires, pour protéger les villas des parlementaires, des sénateurs, de ceux qui les oppriment, alors que eux, ils croupissent dans la misère. Autrement dit, il y a quand même un certain élément éducationnel de masse que le nouveau leadership doit mettre en place. Et peut-être l'autre chose, parce que tantôt on parlait de la mort. Le Congolais, de manière générale, a trop peur de la mort. En partie, c'est à cause de tout ce que nous avons appris à propos de la mort par le truchement de l'Église. Vous savez, si vous faites telle chose, vous allez vous retrouver en enfer. Donc, toutes ces dichotomies font que, finalement, le Congolais, étant trop religieux, préfère souffrir que de se lancer dans des actions qui peuvent aller jusqu'à la mort, pour autant que cela puisse être à l'origine du changement. Donc, pour résumer, ça prend un nouveau type de leadership qui va travailler directement sur la conscience collective pour faire comprendre le peuple son bien-être. Quand je dis peuple, j'inclus tout le monde, y compris les forces de l'ordre. Et en ce moment-là, peut-être également, commencer déjà à prendre une distance philosophique avec les notions comme la mort, la souffrance. Sinon, si tout le monde devait avoir peur de la mort, il n'y aurait jamais eu de révolution française, il n'y aurait jamais eu rien. Finalement, il n'y aurait jamais eu rien là dans le monde. Il y a probablement une part de religion dans l'attitude qu'on a par rapport à la mort, mais je pense aussi qu'il y a nos traditions africaines depuis toujours qui sont plus pour l'exaltation de la vie que pour tout ce qui touche à la mort. Ce qui fait que dans les traditions africaines, même avant l'arrivée des religions, la mort c'est quelque chose qu'on repoussait le plus possible, et que la recherche de la force vitale c'était une philosophie prégnante dans la vie quotidienne. Je suis d'accord avec toi, mais en partie seulement, ma gloire. Parce qu'il faut pas oublier une chose, que nos ancêtres croyaient à la réincarnation. C'est que l'Église et la religion nous a interdit.
L'Église dit précisément, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors que dans nos sociétés antiques, des fois lorsqu'un enfant naissait, les ancêtres pouvaient dire telle est en fait la réincarnation de tel oncle ou de telle tante qui nous avait quittés. Autrement dit, dans la philosophie ancestrale bantoue, la mort ne constitue pas la fin de la vie, du moins la fin de la vie physique, mais pas la fin de l'existence. Or, les morts ne sont pas morts. Exactement. Or, à partir du moment où, c'est là justement que je voulais attirer l'attention de nos auditeurs, à partir du moment où tu considères que ta mort d'aujourd'hui, pour un peu plus de paix à l'est du Congo, pour un peu plus de justice sociale dans notre pays, peut être bénéfique non seulement à ceux qui viendront par la suite, mais même à toi-même, en se réincarnant, mais les données changent. Donc tu comprends que en nous enfermant dans le dogme religieux, nous avons été détruits. Même notre potentiel révolutionnaire est en fait submergé par le fait religieux. C'est pour ça que je reviens un peu là-dessus, je pense que mon deuxième tweet, pour dire nous devons questionner le fait religieux. Nous y trouverons beaucoup de réponses là-dedans. Tout à fait, et je reviens encore dessus. Le fait religieux doit être questionné, et doit, comme beaucoup de dimensions dans notre vie en Afrique, à partir du moment où nous avons des grosses difficultés, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui en nous fait que les choses ne marchent pas, et la religion ne doit pas échapper à cela. Mais pour revenir au sujet de tout à l'heure là, c'est vrai que la révolution, tu veux dire. Oui, sur la révolution et la mort. Oui. Surtout que c'est vrai que les Africains, ils ont pour beaucoup adopté des religions étrangères. Exact. Mais finalement, il faut pas non plus minimiser le fait que les gens, même en devenant protestants, en devenant catholiques ou en devenant évangéliques, gardent quand même beaucoup de croyances ancestrales en eux, et dans leur comportement, on le voit. Donc les gens ne font pas si tabula rasa de tout. De moins en moins. Quand même dans le comportement des gens. De moins en moins. De moins en moins. Je peux te dire que plusieurs comportements, plusieurs faits sociaux qui étaient acceptés il y a 20, 30 ans, quand on était plus jeunes, sont aujourd'hui qualifiés de sorcellerie. Et là, tu vas voir, on va confondre carrément la sorcellerie avec le kindoki. Ça, j'aimerais pas qu'on rentre là-dedans non plus, ou pas, parce que c'est un autre débat. J'ai dit que c'était plus métaphysique. Ce qui est sûr, c'est que la religion, pour le cas précisément du noir et du congolais en particulier, la religion nous a servi de prétexte pour nous déresponsabiliser de tout. Et tu vas le voir facilement. Quand ça va bien, c'est Dieu, c'est des anges. Quand ça va mal, c'est le diable, c'est les démons. En fait, l'homme, l'humain congolais, lui, il n'est responsable de rien. Alors, comment? Non, mais justement, tu vois ce que je veux dire. Comment tu vas dire à une personne qui voit les choses de cette façon et sortir dans la rue pendant 3-4 semaines d'affilée pour dire non à l'injustice sociale? Comment tu vas faire sortir dans la rue des gens qui considèrent, qui partent déjà de l'idée que toute autorité vient de Dieu? Même une autorité oppressive, oppressante, même elle vient aussi de Dieu. Alors, Dieu serait probablement en train de vous punir. Auquel cas, il faudrait chercher à savoir pourquoi il le fait.